Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour recevoir une grande invitée qui nous vient d'une petite république du Caucase de 3 700 000 habitants, la Géorgie, avec deux provinces séparatistes de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud qui ont fait sécession au début des années 90 sous la pression de Moscou aussi, qui a reconnu leur indépendance au terme d'une guerre russo-géorgienne de 2008. Et nous accueillons aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sa présidente, Salomé Zourabichvili. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'être élue en novembre dernier au suffrage universel à plus de 59%, au second tour. Vous étiez candidate indépendante, je le rappelle, mais soutenue par le parti au pouvoir Rêve géorgien. Vous avez dû renoncer à votre passeport français. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'au terme de la constitution géorgienne, on ne peut pas avoir la double nationalité que j'ai fait introduire dans la loi géorgienne pour le reste des Géorgiens. Et moi, je l'avais auparavant, tant que j'étais ministre des Affaires étrangères, puis dans la politique, mais en tant que président, le président du Parlement et le Premier ministre ne doivent avoir que la nationalité géorgienne. Oui, bien sûr. Bien sûr. On va quand même rappeler votre parcours. Vous êtes une grande européenne. Nous allons parler des rapports de votre pays avec l'Est, la Russie, bien sûr, avec l'Ouest, l'Europe. Mais tout de suite, pour mieux vous connaître, je vous propose de regarder ce portrait signé Inès Olagaray. Elle est sans doute la plus française des Géorgiennes. Salomé Zourabichvili est née à Paris en 1952. Elle fait ses études dans les prestigieuses écoles de Sciences Po Paris, puis de Columbia, à New York. Dès sa sortie de l'université, elle se lance dans la diplomatie. Un passage à l'ambassade de France à Rome, puis à l'ONU et au Quai d'Orsay, avant de se tourner vers ses racines. En 2003, elle est nommée ambassadrice de France en Géorgie. À l'époque, le pays est dirigé par Mikhail Saakachvili. Il lui accorde la nationalité géorgienne avant d'en faire la ministre des Affaires étrangères en 2004. Mais elle est remerciée un an plus tard et passe alors dans l'opposition. Je pense que c'est fini maintenant pour Mikhail Saakachvili. Parce qu'on ne peut pas toujours jouer avec le feu, jouer avec l'armée et la menace russe. Salomé Zourabichvili crée son propre parti, La Voix de la Géorgie, un mouvement pro-occidental. Mais c'est comme candidate indépendante qu'elle est élue députée en 2016. Soutenue par le parti du Rêve géorgien, mais toujours sous même étiquette indépendante, elle se présente à l'élection présidentielle 2 ans plus tard et devient à 66 ans la première femme présidente de Géorgie. Alors on voit une élection qui a quand même été difficile. Vous êtes à 59,5% des voix, mais ancienne diplomate française, alors ça a joué un peu contre vous. Vous avez bénéficié par ailleurs du soutien de Rêve géorgien, de ce millionnaire, sa fortune personnelle, je crois, Ivanishvili, est estimée à 4,8 milliards de dollars, qui fait un peu la pluie et le beau temps. Et on a dit, est-ce que vous allez être suffisamment indépendante par rapport à ça ? Alors l'indépendance, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'abord du fait que je suis élue au suffrage universel, et ça, personne ne peut le changer, pour un mandat de 6 ans et non renouvelable. Donc pas d'autres élections en perspective. Ça donne une très grande indépendance, mais l'indépendance est aussi une question personnelle et de caractère. J'ai été aussi soutenue par Mikhail Saakachvili en son temps, quand il m'a nommé ministre des Affaires étrangères, sans doute plus encore. Qui est l'opposition maintenant, c'est les partis de l'opposition. Qui est l'opposition, qui n'est plus rien en fait. Il est aujourd'hui à l'extérieur, mais il y a des partis d'opposition, oui. Et ça ne m'a pas empêché d'être complètement indépendante et de suivre ma voie avec un parti politique indépendant pendant plusieurs années sur l'échiquier politique géorgien. Donc je crois qu'en termes de personnes et de personnalité, les gens qui me connaissent savent que je défendrai mes convictions, mes lignes rouges, tout en essayant, et c'est ça ma plateforme aujourd'hui, c'est de jouer la réconciliation, parce que je pense que en Géorgie aujourd'hui, et compte tenu de voisins que nous avons, la faiblesse géorgienne, c'est la division interne. Celle qu'on a connue pendant la campagne, qui a été très violente. On doit dépasser cela. Le président, c'est son rôle de réunifier, d'être le président de tous les citoyens géorgiens. Elle a été très violente, cette division politique entre les deux grands partis que vous décrivez. Même après la campagne, il y a eu des manifestations contre vous, l'opposition allant jusqu'à dénoncer des fraudes dans le scrutin, etc. Comment vous expliquez une telle, effectivement, alors pour un poste qui est très honorifique. Pour un poste dont on dit que c'est complètement honorifique, que ça ne sert à rien. C'est ça le paradoxe géorgien ou pas, je n'en sais rien.
bien. Mais je crois que tout ça est derrière nous. Depuis la fin de la campagne, et à part ces quelques manifestations au départ, tant que l'inauguration n'avait pas eu lieu, depuis, je dirais, tout est calme. Et c'est ça qui est important, c'est que je crois que la population est en attente de ce calme, de cesser de s'antagoniser, de se diviser, ce qui, encore une fois, ne sert que le voisin qui joue sur les divisions de la Géorgie pour l'affaiblir. Alors vous êtes au centre de paradoxes multiples, parce qu'on vous reproche d'être trop française, mais on vous reproche aussi d'être trop russe. Pendant la campagne, on a dit que vous aviez jugé que finalement la Géorgie était responsable du déclenchement de la guerre russo-géorgienne d'août 2008, qui avait vu justement ces provinces séparatistes d'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie être perdues au profit de la Russie. Et alors là, on a dit elle est trop russe. Oui, enfin ça c'est un mélange de fake news et de désinformation. Il faut voir que mon concurrent était soutenu et sa campagne était organisée par des piaristes en charge des pillards. Ah oui, des spécialistes des relations publiques. Russes, et que la technologie qui avait été utilisée, c'est ce que j'appelle la technologie Katyn, c'est-à-dire quand on accuse les autres, en l'occurrence c'était les Allemands, des massacres de Katyn, des officiers polonais, qui avaient été commis par les soviétiques, et on a appris ça 40 ans après. Donc le fait d'accuser les autres de ce que l'on est soi-même est une vieille technologie que les soviétologues comme moi connaissent et qui continue à être utilisée. Et curieusement, mais le plus curieux, c'est que ça marche, mais que les choses marchent, vous le savez aussi, parce que cette affaire de l'Alsace-Lorraine montre qu'on peut dire n'importe quoi. Et oui, on a dit qu'Emmanuel Macron voulait la rendre à l'Allemagne. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Mais justement, aujourd'hui, l'attitude russe par rapport à ces provinces séparatistes, on en est où exactement? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est encore dans une crispation? C'est le dégel? Il n'y a aucun dégel. La Russie a reconnu, mais seule pratiquement, avec quelques petits territoires, Nauru, et a reconnu donc l'indépendance de ces deux régions géorgiennes, et depuis ne cessent les provocations au jour le jour, c'est-à-dire tantôt on enlève quelqu'un sur la ligne d'occupation, tantôt cette ligne bouge, de nouveaux barbelés sont installés par les soldats russes, curieux pour des pays indépendants, aux yeux de Moscou. Et donc ça, ce sont des provocations continuelles qui servent essentiellement à faire pression sur la population, à garder un petit peu la population en état comme ça de nervosité et de se sentir en permanence menacée, et aussi les autorités toujours savoir combien il faut répondre, jusqu'où il faut répondre, où est-ce qu'il faut marcher. Il faut bien doser, en fait, entre Est et Ouest. Non, mais surtout doser pour que on ne tombe pas dans le jeu des provocations qui ne servent que ce que vous aviez dit, qu'on avait un peu trop fait en 2008. Voilà, moi, je n'ai jamais dit que c'est la Géorgie qui était responsable de la guerre. En revanche, j'avais dit qu'on n'aurait pas dû céder aux provocations qui étaient claires pour tout le monde, y compris pour nos partenaires à l'époque américains, européens. Voilà. Alors, l'Union européenne, par contre, vous vous orientez vers elle. D'ici 6 ans, je veux réussir l'intégration véritable, que la Géorgie intègre l'UE et l'OTAN. Vous y croyez véritablement? Vous êtes dans un processus d'accord d'association depuis 2014, entré en vigueur en 2016, avec l'UE. Mais jusqu'à présent, la France et l'Allemagne n'incluent pas justement la pleine adhésion de votre pays. Oui, mais c'est toujours le problème des titres des interviews, où c'est ramassé d'une façon qui n'est pas celle que l'on veut exprimer. Je crois à la destinée européenne de la Géorgie, très profondément, parce que c'est ce à quoi croit toute la population géorgienne, et depuis des siècles. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Les Géorgiens considèrent que les valeurs géorgiennes sont européennes ou que les valeurs européennes sont géorgiennes. Ça dépend des... mais ce à quoi je crois, c'est que nous sommes aujourd'hui à une espèce de croisée des chemins, où la Géorgie est très proche de l'Union européenne, fait partie des derniers enthousiastes de l'Union européenne, il n'y en a plus beaucoup, que ça a un prix, que l'endroit où se trouve la Géorgie est important pour l'Union européenne, et que l'Union européenne va changer. Forcément, compte tenu de sa crise interne, que ce soit le Brexit, que ce soit la montée... Oui, mais elle n'est pas très favorable aux élargissements, justement. Mais tout dépend de ce qu'on entend par élargissement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens de pénétrer, je dirais, l'Union européenne par différents espaces,
Notamment les accords d'association, expliquez-nous peut-être. Les accords d'association sont une chose et on a pratiquement Ça a déclenché une guerre en Ukraine quand même. C'est des choses qui sont très sensibles tout de même pour les Russes, on est clair. Chez nous, nous avons progressé en dépit de ça et en dépit des territoires occupés. Nous continuons à progresser. Nous avons l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. L'Union européenne est devenue le premier partenaire commercial de la Géorgie, ce qui n'était pas le cas au cours de toutes ces années. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement membres à plein de l'Union européenne de l'éducation avec Erasmus, Horizon 2020. La Géorgie doit devenir membre à part entière de l'Europe de la culture. Il n'y a aucune raison qui l'empêche. Nous sommes entrés, nous avons des pieds importants dans l'Europe des transports, avec le nouveau programme qui couvre la mer Noire et le Caucase. Et je dirais que notre stratégie, c'est grignoter l'Europe. Oui, puis alors, c'est vrai qu'il y a aussi des microcrédits, même de la Banque européenne d'investissement, pour justement pousser les entreprises à se mettre aux normes européennes, pouvoir exporter, normes européennes, etc. Nous avons besoin aussi de macrocrédits, peut-être plus d'aide européenne, et ça, nous avons quelques atouts à défendre dans ce domaine, parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un instrument de voisinage qui serait le même pour tout le monde demain. Mais qu'est-ce qui vous fait encore envie dans cette Europe-là, qui est quand même très sclérosée? Les valeurs européennes qui sont nos valeurs, cette solidarité qui a existé en Europe, qui existe en Europe et à laquelle nous croyons. Et nous ne voyons pas, nous, d'autres solidarités possibles. Et ça a été le cas de la Géorgie au cours des siècles. Elle était toujours à l'avant-garde de cette civilisation européenne qu'elle défendait loin, mais qu'elle défendait avec ses propres armes et ses propres moyens. Alors, vous savez que sur France 24, dans cette émission Ici l'Europe, nous faisons un fact-checking. Nous essayons de débusquer les fausses informations. Il y en a qui concernent la Géorgie. Je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est l'heure de notre rubrique Contrefait. Le Parlement européen considère-t-il l'Église orthodoxe russe comme une organisation terroriste? C'est une fausse nouvelle récurrente en Géorgie où près de 80% de la population appartient à l'Église orthodoxe. Une fausse nouvelle qui date de 2016 mais qui a été ressuscitée fin 2017 par un site web ultranationaliste, npa.ge. Le site web introuvable aujourd'hui a repris à l'identique un article publié un an plus tôt par un site web plus conventionnel, mediacity.ge. Il suggère que le Parlement européen a couché l'Église orthodoxe sur une liste noire semblable à celle des organisations terroristes. L'article reprend d'ailleurs une citation de Vladimir Poutine qualifiant la résolution d'approche dégradée de la démocratie. Mais les deux articles sont faux. Le point de départ, une résolution du Parlement européen qui portait sur la communication stratégique de l'Union et vise à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers et qui a été adoptée le 23 novembre 2016. Or, c'est une version falsifiée du texte qui a été publié, entièrement reformulée. On y lit la Russie emploie différents outils, dont des groupes sociaux et religieux, entre parenthèses l'Église orthodoxe, pour mettre en cause l'Europe. En réalité, le texte bien réel des eurodéputés ne mentionne aucunement l'Église orthodoxe, mais parle des instruments de propagande et parmi eux, des groupes sociaux et religieux transfrontaliers, comme le régime russe veut se présenter comme le seul défenseur des valeurs catholiques traditionnelles, et puis des réseaux sociaux et des trolls destinés à défier les valeurs démocratiques et diviser l'Europe. Une fausse nouvelle qui a donc dépassé les frontières de la Géorgie pour aller jusqu'en Bulgarie et un peu partout à l'Est. Un supposé scandale qui a eu un écho dans de nombreux médias. Mais non, on le réaffirme ici, les parlementaires européens n'accusent pas l'Église orthodoxe de propagande de type terroriste. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle, Madame la Présidente? Ça vous étonne finalement? Non, ça ne m'étonne pas du tout, parce que nous avons effectivement, nous sommes les victimes aussi de ce qu'on appelle la soft power russe, comme partout ailleurs aujourd'hui, comme en Europe, dans les autres pays européens. Et nous sommes habitués aux fake news. Les réseaux sociaux en Géorgie sont très utilisés et du coup, les fausses nouvelles se répandent comme une... et donc, je trouve ça très intéressant, la façon dont vous abordez ces fake news et le fait que ça fasse partie
de votre émission à part entière. C'est un peu ce que je prône en Géorgie, c'est que les médias, et nous avons instauré une première réunion d'un groupe qui réunit les médias et les organisations non gouvernementales pour justement discuter de ces sujets et que les médias prennent en charge davantage la lutte contre les fake news, parce que ce sont eux qui peuvent inspirer la population, l'éduquer, lui montrer comment débusquer les fausses nouvelles. Il y a même un système d'alerte en fait qui va être mis en place en amont des élections européennes, en particulier sur les trolls, le piratage russe possible, etc. J'ai envie de vous demander, on lit dans la presse qu'il y a eu mise en ligne d'une sextape qui concernait une députée de Rêve géorgien, le parti au pouvoir, et qui a relancé le débat sur le harcèlement des femmes politiques. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, à travers les sextapes, parce qu'on les expose au public. C'est quand même assez étonnant. Alors, ça fait partie de un moyen de chantage assez... de désinformation, de l'utilisation de bandes d'enregistrement plus ou moins réelles. Qui touchent les femmes en plus. Et qui touchent aussi les femmes. Moi, j'ai eu pendant la campagne un aspect qui était aussi un harcèlement contre moi en tant que femme. Ça, c'est plus direct encore. Et ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons nous mobiliser, où je considère que le président, compte tenu justement de ses nouveaux pouvoirs, qui touchent plus aux faits de société et à comment cette société évolue et sa mentalité, je considère que moi j'ai un rôle prééminent dans ce domaine et que je dois en quelque sorte être à l'avant-garde de la bataille pour essayer de lutter contre tous ces nouveaux mots qui sont liés aux réseaux sociaux et à la façon dont ils sont aujourd'hui utilisés. Merci Madame la Présidente d'avoir été avec nous pour cet entretien. Nous restons sur France 24, bien sûr, pour recevoir dans notre deuxième partie un Français qui n'a pas rendu son passeport, lui, mais qui se présente à la mairie de Barcelone pour y devenir le maire. Il s'agit de Manuel Valls. C'est juste après la pause. Soyez prêts à affronter l'hiver devant la météo avec l'entretien hiver Midas. Midas, pour vous, on se dépasse.